Before introducing our next speakers and switching to French, I would like to remind you that there will be a break following our panel discussion, and we'll begin the workshops at 1:40 with Zero Density and NCAM. Et maintenant, j'aimerais présenter notre modératrice pour la discussion de table ronde, Catherine Mathis, directrice veille stratégique des Fonds des médias canadiens. Bienvenue, Catherine. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette merveilleuse occasion de discuter de production virtuelle, effectivement, et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour ce panel, cette rencontre qui va nous permettre d'explorer, d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion autour de cette thématique de production virtuelle. Je m'appelle Catherine Mathis, je suis effectivement la directrice de veille stratégique au Fonds des médias du Canada et je suis vraiment ravie d'être là. C'est un sujet qui nous passionne. Dans notre département de veille stratégique, on en a abondamment parlé déjà cette année. On va continuer de suivre l'évolution de ce domaine-là parce que vraiment, on sent tout l'engouement qu'il y a autour de ça. On sent aussi que c'est très porteur, tant pour l'industrie du jeu vidéo que pour l'industrie de la production. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse au plus haut point et donc je suis ravie de pouvoir mener cette discussion-là avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter ceux qui vont justement nous éclairer avec leur lanterne de production virtuelle pour répondre à certaines de nos questions qui subsistent. Alors, j'aimerais vous présenter d'abord Paul Hurtaud, qui est associé chez Montréal Studio Grande et Kelvin. Bonjour. On est sur mute, mais c'est pas grave, c'est un classique. Oui, bonjour, excusez. Il n'y a pas de problème. Je vous présente également Thibaut Barras, directeur général chez Dreamwall. Bonjour. Vous êtes également sur mute, mais c'est pas grave. Et bien sûr, vous venez d'entendre la passionnante présentation de David Morin qui se joint à nous donc pour ce panel. On s'excuse, on avait annoncé également la présence de Jerry Enroto de TFO Love, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Alors, on est ravis de pouvoir poursuivre cette discussion-là avec vous trois, messieurs, aujourd'hui. Donc, je pense que dans un premier temps, pour qu'on comprenne bien où vous vous situez chacun de vous dans cet écosystème de production virtuelle, je demanderais peut-être à vous deux, Paul Hurtaud et Thibaut Barras, de vous présenter, de nous parler un petit peu plus de vos organisations et de ce que vous faites. Donc, Paul Hurtaud, à vous la parole. Oui, bonjour. Je m'appelle Paul Hurtaud. Je suis associé d'un studio Grande. On est un des deux studios majeurs à Montréal. On fournit tous les équipements, caméras, éclairage. On a à peu près 200 000 pieds de studio. On a aussi une installation à Toronto. Et puis, notre spécialité, ça part du reality show aux productions comme on vient juste de finir le dernier film de Roland Emmerich, Moonfall. Et on fait du commercial, on a toute la gamme des productions puis des équipements pour accompagner ces productions-là. Merci beaucoup. Thibaut Barras. Puis récemment, on a monté un volume room. Ça, c'est ce qui est très important. On y reviendra justement. Oui. Ça nous intéresse. Ouais. Alors, je cède la parole à Thibaut Barras, simplement nous parler un petit peu de Dreamwall. Que faites-vous chez Dreamwall? Eh bien, donc Dreamwall a été constitué il y a 13-14 ans. Je suis le directeur de l'activité Media Solutions. Avant, j'ai dirigé aussi le secteur de l'animation. Et puis, donc, nous avons deux studios virtuels. Nous utilisons Unreal Engine depuis le début, donc depuis l'arrivée de Zero Density sur le marché, qui était le premier constructeur à intégrer Unreal Engine dans la télévision, technologie de TV. Avant, les moteurs étaient des anciens moteurs graphiques. Et donc, nous avons deux studios. Et ici, aujourd'hui, je pensais avoir des problèmes puisque je suis en opération. Nous sommes en direct dans un match de football ici en Belgique pour lequel nous amenons maintenant de la réalité augmentée au bord terrain. Voilà, donc nous nous spécialisons beaucoup dans la augmented reality parce que voilà, je pense que c'est cette hybridation qui permet à tout le monde d'être confortable. Et puis, voilà, nous avons aussi Studio Météo. Nous produisons beaucoup de
de bulletins météo. Et nous avons aussi intégré des conditions climatiques dans nos bulletins météo, donc tout virtuel. Voilà, donc c'est en Belgique, on est une société où on propose un ensemble de services liés à de la production virtuelle. Mais dans notre cas, c'est essentiellement voilà, donc actuellement bien des projets comme la conférence de David en a parlé avec des video walls, mais actuellement ce n'est pas le cas. Nous sommes en fond vert et en studio virtuel avec Unreal Engine, évidemment. Merci pour cette présentation. David Morin, je pense que les gens vous ont entendu dans l'heure qui nous a précédé. Donc, David Morin d'Epic Games qui roule un peu sa bosse ces temps-ci pour présenter Unreal Engine dans ce contexte de production. Et puis, j'ai envie de vous poser une première question à tous les trois parce que, bon, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. Je vous jure qu'on ne passera pas l'heure qui s'annonce devant nous à parler de pandémie, là, je vous le promets. Mais tout de même, je me pose la question parce qu'il y a un engouement très certain autour de la production virtuelle. Mon petit doigt me dit que la pandémie participe un peu à cet engouement-là. Et donc, j'aurais envie de vous demander comment vous avez vécu la dernière année. Comment est-ce que la pandémie est venue réorganiser votre travail ou votre approche à la production virtuelle? Je ne sais pas qui voudrait. Oui, David Morin, je vous vois prêt OK, à... ben, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Alors, si mes co-panélistes Oui. veulent parler, je vais leur laisser la Donc, place. oui, ben, je peux commencer, effectivement. Nous avons d'abord eu évidemment, tout s'est arrêté à un moment, puisque nous produisons pas mal de shows dans le domaine du sport, même dans les tournages, tout le monde se méfiait de venir tourner en studio. Donc, c'était effectivement, on a vécu 1 ou 2 mois un peu difficiles où les choses se sont arrêtées, comme partout dans le monde d'ailleurs. Mais assez rapidement, euh, les tournages de TV, de production télévisuelle ont repris avec les distances, la distanciation, ce genre de choses. Mais on a vu apparaître en plus, on va dire, le secteur corporate qui avait l'habitude, on va dire, d'organiser de gros events avec 500, 600 personnes ou des révélations de voitures. Nous avons fait une présentation, un reveal d'une voiture en première européenne, en tout cas pour Nissan. Et donc, on a eu grosse demande de gens qui disaient, bon, OK, habituellement, je présente mes voitures au Japon, je ne peux pas faire voyager les gens. Bon, ben, comment est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a eu beaucoup de demandes de ce genre. Et voilà, donc ça a évidemment participé finalement au résultat correct de l'année passée. Et évidemment, et la raison, comme je l'ai expliqué, pourquoi je suis dans un match de football aujourd'hui, c'est que le public ayant été interdit dans les stades et les ligues, les fédérations, les clubs eux-mêmes disent, bon, ben voilà, ils doivent faire face à beaucoup de pertes de revenus liées au fait qu'il n'y ait personne dans les stades. Les sponsors aussi, évidemment, tirent un peu la langue, comme on dit ici en Belgique. Et, et donc, l'opportunité est née de pouvoir utiliser la technologie, pour évidemment créer, mettre du public virtuel. Donc, on met du vrai public virtuel 3D. Quand je dis du vrai public virtuel, il faut s'entendre, parce que pour moi, à partir du moment où il est 3D, on est capable d'aller positionner un petit bonhomme 3D à une position dans un stade. Pour moi, c'est du vrai public virtuel, ce n'est pas du public distanciel. Et voilà, à partir du moment donc on a réussi à faire ce genre de choses. Et puis, assez naturellement, les clubs, les fédérations nous ont proposé, nous ont demandé en disant, mais on est capable à ce moment-là, vous seriez capable avec la technologie d'afficher de la publicité supplémentaire dans les endroits, dans les stades, puisqu'il n'y a pas de public
on peut profiter des tribunes vides pour venir y mettre des bâches virtuelles dans lesquelles prend le vent ou pas, et voilà, et ainsi maximaliser, on va dire, la visibilité des partenaires pour éviter à tous ces clubs et fédérations de devoir payer des compensations financières. Et donc, à la fois le côté corporate et le domaine du sport ont été deux éléments qui ont vraiment, de mon point de vue, Je sens que le signal a coupé un petit peu. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Moi, c'est figé. Donc, on va peut-être revenir vers vous dans quelques secondes. Ah, vous voilà, êtes de oui, retour. oui. Voilà, je vous laisse terminer votre pensée quand même. Non, mais voilà, donc la question, c'était effectivement comment la pandémie a-t-elle voilà, un peu boosté notre travail. C'était effectivement tous ces événements et ces présentations commerciales qui pouvaient avoir lieu en présentiel et dont c'était plus possible. Et puis tout le monde se rappelle probablement la téléportation que nous avions réalisée pendant la Coupe du Monde en 2018. Et donc tout ça a donné des idées aux gens. Donc le corporate, donc grosse croissance, et puis le sport. Et voilà. Et là, dans le sport, je pense que on a trouvé des créneaux qui nous permettront de poursuivre sur cette lancée. Je pense qu'au niveau du corporate, une fois que les gens auront la possibilité de revenir en présentiel, je ne suis pas certain qu'ils continuent, même s'ils ont découvert des manières intéressantes de travailler. Je pense que probablement le présentiel reprendra ses droits dans le corporate, mais dans le sport, où nous sommes capables maintenant de générer des revenus pour les clients, ben, c'est évidemment quelque chose que plus personne ne va lâcher. Très intéressant. Donc, diversification des clientèles, des sources de revenus. On aura l'occasion sûrement d'y Oui. revenir. Je voulais vous poser la question à vous aussi, Paul Hurtaud. De quelle manière avez-vous vécu cette dernière année dans vos activités à vous? Ça a commencé avec une période de réflexion, comme tout le monde. On était déjà dans le processus de monter un volume room. On avait fait, bon, c'est sûr qu'on avait fait déjà l'expérience de vidéo wall avec du foreman process. On était physiquement rendu à cette étape-là. Ce que ça a donné, c'est que ça a donné une période, comme je disais, une période de réflexion, de monter ça tranquillement. Puis quand il y a eu un déconfinement, ben, on a été capable on était en mesure d'avoir toutes les ressources pour faire l'opération puis procéder au montage de ce volume room-là qui marche très bien, là, je dois l'avouer. Donc, c'est intéressant parce que quand on vous entend parler, Thibaut Barras et vous, on entend le terme croissance. Et des fois, quand on évoque le bouleversement des derniers mois, c'est pas toujours un terme qu'on entend souvent. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a des gens qui se sont tournés vers des nouvelles solutions. Il y a des gens qui ont cherché à faire les choses autrement. Et là, David Morin, vous avez présenté beaucoup de belles images, d'images magnifiques, de productions grandioses, mais vous avez souvent probablement la question qui vous est posée des coûts qui sont rattachés à tout ça, parce que quand on voit tout ce que vous avez présenté, nécessairement, les cerveaux de producteurs se font aller là, et se demandent comment on fait avec les fonds actuellement disponibles pour accéder à ce genre de qualité-là. Et moi-même, au Fonds des médias du Canada, on a ce genre de questions-là. D'accord, la production virtuelle, mais comment on fait pour la financer aussi? Donc, il y a beaucoup de questions là, qui se rattachent au coût. J'imagine que vous devez répondre à ce genre de questions-là également chez Epic Games. Oui, il y a beaucoup de questions de ce côté-là. C'est un peu le challenge d'avoir des projets qui démontrent l'utilisation de la technologie comme ça dans les grands projets qui ont beaucoup d'argent. Et puis, on doit passer beaucoup de temps à expliquer ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma présentation, que Unreal Engine apporte beaucoup de bénéfices dans la production à beaucoup à plus petite échelle à beaucoup d'endroits. En fait, ultimement,
tous les gens qui font de la production, peu importe où ils se trouvent, dans le département artistique, même les location scouts maintenant, qui ne sont jamais occupés des effets visuels, puis, etc. Maintenant, ils ont un rôle à jouer pour quand il y a un groupe qui va faire un scout d'une location, puis qu'on capture la location. Maintenant, il y a un job à faire pour les location scouts qu'ils n'avaient pas à faire avant. Donc, ils ont la possibilité d'apprendre les nouveaux outils qui amènent tous ces bénéfices dont on a parlé à leur niveau, dans leur job, à chaque jour. Donc, pour ceux qui regardent ça et qui disent « Oh my God, my world is changing, I'm going to lose my job », quand je suis allé faire une présentation un peu comme ça avec un groupe de location managers à Los Angeles. Et c'était vraiment quand je suis rentré dans la salle virtuelle, dans le Zoom, c'était vraiment la consternation. C'était voici la compagnie qui va voler nos jobs. Bon, ben non, on n'est pas là pour ça. On est là pour dire il y a un nouveau monde d'évolution des choses. Il faut se rappeler, là, les effets visuels, ça n'existait pas il y a 30 ans. Puis il y a 20 ans, c'était nouveau. Puis il y a 10 ans, on est en train de figurer comment faire ça pas cher. Puis aujourd'hui, les effets visuels, c'est un grand marché qui est fantastique. Et puis là, on parle juste de la prochaine étape. Toutes les utilisations temps réel, ça n'enlève rien aux utilisations qu'on connaît bien. Ça ne fait qu'ajouter. Donc, tout le monde peut continuer de faire les choses comme avant, mais il y a des bénéfices maintenant. Et aussi en termes de dollars et de sauver de l'argent. Ça dépend de chaque projet, puis c'est spécifique à chaque production. Mais il y a des façons d'insérer les technologies temps réel dans à peu près toutes les productions qui ont des effets visuels ou de l'animation aujourd'hui, qui vont aider les artistes à faire un meilleur job et qui vont les rendre plus heureux, comme on a vu à gauche à droite, de voir vraiment rapidement le résultat de leur travail et qui, à cause de ça, vont être capables de travailler plus vite, puis mieux, puis de collaborer mieux. Ça va apporter des bénéfices. On est encore à quantifier dans les détails, puis souvent, ça devient une question très spécifique. Pour ma production, j'ai tel budget pour faire telle chose de telle façon. Comment je fais pour intégrer ces technologies ou qu'est-ce que ça va me donner dans les cas, les producteurs les plus radicaux sur leur budget vont poser des questions très claires et précises. Et on est tout à fait ouvert à ces questions-là avec nos partenaires, avec nos clients, avec les gens comme Paul et Thibault qui travaillent avec la technologie. J'ai l'impression que, Paul Hurtaud, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'on pourrait parler de la production virtuelle comme une espèce de boîte à outils. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. David Morin le mentionnait. Ça dépend de la production, ça dépend du budget, ça dépend du contexte. J'imagine que il y a plusieurs solutions qui s'offrent à plusieurs budgets là, chez vous également. Oui, absolument. Absolument. C'est sûr que, comme on mentionnait, il y a des secteurs où on gagne de l'argent, puis il y a des secteurs où ça coûte très cher. Dans le scouting, c'est sûr que c'est hyper productif. Récemment, on a fait une production, puis le réalisateur a passé à travers un champ de bataille au complet en 20 minutes, puis il a tout trouvé ses scènes, il a placé ses éléments comme il voulait. Ça aurait pris normalement, il aurait fallu se rendre sur les lieux, y aller avec le département artistique, y aller avec les VFX. Et je vous dis, comme en 20 minutes, cette scène-là était réglée. Donc, le coût, c'est un coût astronomique, là, parce que le champ de bataille, on ne trouve pas ça dans notre cours en arrière. Pour les autres, ça c'est un volume room avec écran LED. C'est sûr qu'on parle de la technique qui coûte le plus cher. On a beau changer les écrans LED de résolution, c'est-à-dire que ce qu'on voit à l'écran, on prend les meilleures résolutions. Ce qu'on éclaire avec, on peut prendre d'autres sortes de résolutions pour baisser le prix. Et puis en même temps, ces écrans-là ont plus de volume d'éclairage. C'est intéressant pour faire le volume d'éclairage qu'on veut faire sur la scène. Par contre, on peut aussi aller sur un fond vert et garder les écrans, comme je disais, de volume d'éclairage. Puis cette technique-là coûte pas mal moins cher parce qu'évidemment, on n'est pas obligé de monter un mur LED en arrière, mais on n'a pas les effets du mur LED qui éclairent et qui font que le verre rebondit. On éclaire quand même dans le même environnement avec des écrans LED qui vont nous donner la luminosité de la scène choisie.
Ça, c'est souvent employé en pre-build. Souvent, ça va arriver là, que les éléments ne sont pas bakés là, et prêts à être incrustés. C'est en même temps, comme je vous dis, c'est une méthode. Là, un green screen dans un studio, c'est pas ça qui coûte très cher. Est-ce que c'est un paramètre qui détermine la technologie que les gens veulent utiliser, que vos clients souhaitent quand ils vous approchent? Est-ce que c'est une question d'argent? C'est une question d'effet? Qu'est-ce qui détermine le meilleur moyen d'y aller vers une solution hybride ou d'y aller vers un fond vert? Si on a les moyens, évidemment, les écrans LED. Comment se fait ce choix-là? Bien, ça dépend à quel niveau les effets de la post-production est prête. Je sais que Roland Emmerich, lui, c'était sur fond vert parce que lui, c'était du positionnement. Il veut savoir, comme sur Midway, il voulait savoir sur le porte-avions où il mettait ses avions. Mais c'était pas fini encore. Donc, ça, ils n'ont pas le choix dans ce temps-là. C'est vraiment... C'est contraire sur les écrans LED. Toute la job a été faite avant. Ce qu'on faisait après, avant, en post-production, c'est fait en pré-production. Parce que quand on arrive, parce qu'on s'est baké, on n'a pas le choix de. On peut jouer avec, oui, mais à quel coût? C'est vraiment, on est restreint après. Donc, en partant, ce n'est pas toujours un choix d'argent, c'est un choix technique. C'est sûr que le choix argent va venir aussi, parce qu'on ne va pas se le cacher, un mur LED, c'est dispendieux. Bien sûr. Thibaut Barras, vous, justement, vous n'êtes pas en studio, là. Vous étiez dans un stade de foot, donc visiblement dans des lieux réels. Donc là, il y a encore d'autres contraintes là, qui s'ajoutent à tout ça. Comment vous vous approchez ou comment vos clients vous approchent en demandant ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, si on n'est pas dans une situation de studio? Oui, alors un peu comme toujours, du côté de Dreamwall, on a un peu ça dans notre ADN. Lorsqu'on a montré la première fois qu'on pouvait utiliser le moteur Unreal pour faire une soirée électorale en direct pour France Télévisions en 2017, ça a permis à tout le monde de se rendre compte, de dire « Waouh, il y a moyen de faire des choses ». Et puis on est arrivé, on a proposé du storytelling après pendant la Coupe du Monde pour TF1. On a amené, donc ça fait partie de notre ADN de toujours essayer de trouver des applications et des utilisations originales. Et ici, par rapport au moteur, évidemment, on est encore loin d'avoir tout inventé en termes d'application. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver vers le client en lui mentionnant la valeur ajoutée que l'utilisation de la technologie peut apporter à sa production. Et donc, on n'est pas tellement dans des... Alors oui, il y a toujours forcément des questions de budget, bien entendu. Moi, je ne peux pas malheureusement répondre aux questions que Paul peut faire entre le LED ou le Green Key, puisque nous, on est toujours en studio. Le fait de sortir, alors ça impose, je pourrais vous montrer un petit peu, là, mon environnement. Voilà, on est dans une petite camionnette et on vient avec des PC, on a installé des grues au bord du terrain et voilà, et je peux montrer éventuellement une image ou l'autre. C'est la démarche là est complètement différente et on parlait du corporate tout à l'heure et on sait qu'il est difficile d'amener parfois les gens en studio, alors que ici la démarche c'est de dire bon ben si vous voulez plus venir en studio, j'ai une opportunité, c'est de venir chez vous. Je viens chez vous et je vous fais des extensions virtuelles et on vous fait de la réalité augmentée. Voilà. Et donc là, on est capable de s'ouvrir à un champ de possibles qui est complètement, qu'on n'a pas encore exploré. Et donc ça, c'est extrêmement enthousiasmant pour Dreamwall, évidemment, et dire à cette changement d'attitude, c'est toujours en testant. On teste beaucoup et on n'a pas peur de se dire, bon, on loue une petite camionnette comme celle-ci, une régie avec les opérateurs qui sont derrière, etc. Et puis on se dit, bon, ben ok, on y va, on va mettre ça. Est-ce que tu penses qu'on est capable de faire ça? Oui, on réfléchit, on développe un petit peu.
Voilà, et en présentant, en essayant de sortir un maximum d'images, c'est comme ça qu'on essaye de donner des envies aux autres clients de venir nous voir en disant: «Ah, j'ai vu ça, c'est quand même pas mal ce que vous faites». Voilà, donc on est quand même souvent dans dans cette démarche et effectivement, on casse un peu les codes puisque, voilà, ici, tout à l'heure, il pleuvait, énormément et puis on était là en train de s'abriter sous une petite tente, vous voyez? On est dehors et voilà, on est un peu on amène comme ça une technologie incroyable et on vient comme ça dans des stades perdus au milieu de nulle part et puis, on fait des choses, absolument magnifiques et ça, c'est tellement, c'est enrichissant et je remercierai jamais autant Unreal et Epic, bien entendu, de m'avoir apporté cette solution que le monde entier attendait. Pour moi, c'était le chaînon manquant. Jusqu'en 2016, lorsque Zero Density a dit, mais effectivement, il y a des modes de jeu, etc., qui sont beaucoup plus performants que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il faut maintenant les cloquer, les mettre ensemble pour qu'on puisse faire une technologie qui correspond aux contraintes télé. Et depuis ce jour-là, on a connu vraiment une expérience extraordinaire et on permet à nos clients de faire vivre de vivre ces expériences extraordinaires et chaque fois d'apporter une petite touche de nouveauté. Et voilà, c'est franchement, même si on est ici sous la pluie, voilà, on passe énormément de bon temps et de voir les clients contents, satisfaits, c'est super. Donc voilà, c'est au travers de l'innovation, mais pas l'innovation technologique, l'innovation dans les applications, dans les idées, de développement des programmes, dans les contenus. Voilà, donc nous, c'est un peu notre leitmotiv. Et quand je vous écoute parler, bon, vous, Thibaut Barras, vous avez évoqué le terme casser les codes. Paul Hurtaud, vous avez évoqué la réorganisation Ouais. du travail. Il faut être préparé autrement. Euh, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a une grande adaptation tout de même dans le flot de travail. Ce n'est pas du tout la même façon d'organiser le travail. Et je me demande jusqu'à un certain point, et je ne sais pas si David Morin, vous avez une réflexion sur ce sujet-là, quel est le plus grand obstacle, selon vous, à l'adoption de ce type de pratique-là au sein des équipes de tournage? Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle purement traditionnel, on va dire ça comme ça, où ça vient un peu déconstruire les manières de faire? Qu'est-ce qui empêcherait, parce qu'on vous écoute parler puis on ne voit que des avantages, qu'est-ce qui empêcherait, selon vous, les équipes d'adopter ce genre de technologie-là? Les nouvelles technologies ont toujours deux côtés. Un côté qui apporte de la nouveauté puis des bénéfices, puis un côté qui amène du changement, puis la nécessité de transformer des choses qui fonctionnent bien déjà. Et puis, en général, le plus grand obstacle, c'est la résistance au changement, le fait que les façons de faire qui existent sont bonnes pour la plupart des gens, puis les bénéfices de changer doivent être très grands pour que pour que la majorité des gens passent aux nouvelles technologies. Il y a toujours des pionniers qui vont essayer tout, puis il y a toujours des gens qui sont plutôt favorables aux nouvelles technologies, mais la grande majorité des productions, dans n'importe quel domaine, sont plutôt conservatrices. Là, ce qui s'est passé avec nous, puis la pandémie, c'est que juste avant la pandémie, Paul, Thibaut, nous, tout le monde ensemble, on avait expérimenté avec ces nouvelles façons de faire. Puis là on était prêt à faire la transition habituelle. Ça va prendre du temps, on va avoir un pourcentage faible de nos clients qui vont essayer ça au départ, puis au fil du temps, il va y en avoir plus, comme les effets visuels. On a des exemples de ça, puis toutes sortes de choses avant. Mais là, la pandémie est arrivée, et puis, puis là, tout le monde peut comprendre parce que c'est tout le monde dans toute leur vie, de toutes sortes de façons, à l'école, puis à la maison, puis partout, où est-ce qu'il a tous fallu qu'on change. Il a tous fallu qu'on change la façon dont on faisait toutes les choses. Il a fallu travailler à distance. Dans notre vie quotidienne, on a appris à travailler avec les outils digitaux pour faire tout,
pour aller magasiner, pour aller à l'école, pour avoir une vie sociale, pour toutes sortes de choses on n'a pas eu le choix. Et ça nous a amené à adopter des comportements est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils ne vont pas rester? Je pense que quand toutes les choses vont réouvrir, là, éventuellement, et qu'on va être de retour à la normale avec le virus ou sans le virus, je pense qu'il y a bien des choses qu'on va revenir à faire comme on faisait, mais il y a des choses qu'on va avoir appris des meilleures façons plus vite qu'on l'aurait fait normalement. Puis là, pour nous, avec tout ce qui concerne le moteur, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup de gens qui ont essayé le moteur et puis qui ne l'auraient peut-être pas essayé avant 2-3 ans plus tard. Puis, je pense qu'il va y avoir une grande proportion qui vont avoir réalisé la valeur d'utiliser le moteur grâce au travail de Zero Density, puis de nos partenaires, puis des gens qui ont adopté le moteur comme Paul et Thibault et qui sont là pour gentiment expliquer les bénéfices, puis où est-ce que ça fait du sens d'utiliser le moteur. Je pense qu'on va avoir accéléré beaucoup l'adoption. On va avoir été beaucoup plus vite que normalement on aurait été face aux obstacles normaux d'adopter le progrès. Concrètement, Paul Hurtaud, là, si je vous demande là, ce que ça change dans le flux de travail, là, pour vraiment que ceux qui nous écoutent se fassent une bonne idée là, de ce que ça veut dire de réorganiser la production, de s'assurer d'arriver prêt, mais vraiment d'une autre manière que ce qu'on pouvait faire dans le passé. Pouvez-vous nous guider un petit peu à travers ces étapes-là qui sont importantes pour être fin prêt à utiliser cette technologie-là? Bon, en partant, il faut savoir quelle technologie qu'on va prendre. Si on va prendre de l'OptiTrack, si on va prendre du NCAM, parce que c'est deux façons d'opérer différentes. Je dirais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut tout préparer en amont. C'est qu'une fois rendu sur le plateau, c'est final. On ne peut plus rien changer. Donc, c'est un gros travail de préparation qui part avec le scouting, le pre-vis, comme on pourrait dire. Beaucoup se passe là. Tout est déterminé là. Puis, il y a même un tech survey qui fait comme, admettons, le NCAM, c'est un outil qui part de la caméra puis va s'accrocher pour créer son frustrum. À ce moment-là, ça prend un tech survey autour pour ne pas avoir d'obstacle. De ne pas arriver et de dire, ben moi, le directeur photo, il va aller mettre un 20-20 entre la caméra et la ligne de la caméra NCAM qui est sur le système. Le système OptiTrack, c'est une autre méthode. Donc, il y a beaucoup de travail technique à faire, il y a beaucoup de travail artistique à faire. Puis après, ben moi, je dirais aussi, le travail artistique, c'est mélanger l'élément premier qui est le réel avec le virtuel en arrière. Parce qu'il faut que la Terre matche avec. Il faut que ça s'embique, il faut que ça se fusionne. On ne peut pas arriver avec une sorte de Terre, puis en arrière, avoir une autre couleur de Terre. Fait que tout ce travail-là en amont est très, très, très long. C'est pour finalement arriver en production, puis ben là, tu t'en vas en post-production, puis ton truc est quasiment fait. On dirait que c'est le monde à l'envers. Tout se fait avant, ou avant, tout se passait dans les VFX, dans la post-production. Et l'autre système qui est très, très attendu de ce système-là, c'est pour tout ce qui est des reshoots. OK? Ça fait que si on peut tout scanner les éléments à droite et à gauche, et si jamais il y a un reshoot, parce que le réalisateur n'aime pas le dialogue en chant contre chant, mais là, à ce moment-là, on rentre dans un volume room, on a tous les éléments, puis on peut faire une vitesse accélérée, faire venir les comédiens, puis c'est sûr qu'on ne fera pas le plan large là, avec les 200 figurants, là, mais faire des chants contre chants, refaire ton dialogue dans le même élément, dans le même genre d'éclairage, parce qu'on a scanné les environnements avant, puis on peut les recréer en arrière. Puis plutôt que d'avoir à être obligé de tout garder les décors pendant des mois, ben, tout peut être gardé sur un disque dur. Fait que je dis pas là, dans des plans larges, là, mais ça, c'est une demande que j'ai souvent entendue, que en post-prod, qui était la versatilité d'être capable de recréer justement des pièces pour finir des dialogues qui n'étaient pas au goût du réalisateur.
Et comme tout va très vite et qu'il y a un nouvel engouement autour de ces technologies-là, je me demande, Thibaut Barras, est-ce que, je m'inquiète pas pour vos équipes, là, mais je me demande s'il y a eu une mise à jour qui devait être faite. Je sais que chez Epic Games, avec Unreal Engine, vous offrez des formations pour que les gens puissent s'approprier ces technologies-là. Chez vous, Thibaut Barras, est-ce que vous avez dû procéder à ce genre de mise à niveau pour s'assurer que tout le monde soit à l'aise avec les nouveaux outils qui étaient mis en place? Vous êtes sur mute pour le moment. Alors, c'est un grand débat. J'essaye de sensibiliser le monde politique ici en Belgique et du côté francophone à s'ouvrir et à s'ouvrir justement à la nécessité de pouvoir former des jeunes. Ces jeunes sont fous de jeux vidéo, de consoles, de différentes choses. Beaucoup d'entre eux s'intéressent parfois à la technicité pour pouvoir réaliser ça. Et malheureusement, il n'y a pas ici en Belgique francophone, il n'y a pas de vrai programme, on va dire. Et donc mon rêve, ce serait évidemment de pouvoir instaurer un Unreal Academy à Charleroi, là où nous sommes situés. Alors j'ai déjà, on va dire, sensibilisé le monde politique à cela, et puis voilà, les choses prennent du temps. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et donc on est un peu, nous, dans un écosystème où il y a aussi des sociétés qui font du vidéo mapping. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, il y a 2 ans, je pense, une société qui fabrique des trains est venue débaucher un membre du personnel de mes équipes créatives. Alors, voilà. Pourquoi? Parce qu'il construisait un simulateur. Et donc, c'est extrêmement révélateur de dire, tiens, mais voilà, nous, on travaille dans le domaine des médias, un peu entertainment, pas le jeu vidéo, mais tout ce qui va autour, puisqu'on s'est un peu emparé d'Unreal grâce, comme je l'ai dit précédemment, et on s'est imaginé réaliser plein de choses avec ce moteur. Et là, on se dit, mais il y en a d'autres aussi, et du domaine de l'industrie. Et donc, forcément, tout le monde s'arrache les gens qui ont un peu de compétences déjà, ou beaucoup. Et donc, c'est un peu la guerre, quoi. C'est un peu la guerre. Donc, mon rêve, ce serait de pouvoir constituer une plateforme. Et donc, nous avons d'ailleurs un projet de pouvoir peut-être considérer que différents acteurs s'associent dans le cadre peut-être d'un projet de virtuel de XR Studio chez Dreamwall, et donc peut-être à ce moment-là arriver à créer un pool d'artistes auxquels on pourrait tous avoir accès. Voilà, mais c'est un vrai problème, cette formation. Et je pense que Epic voilà, met des choses en place et évangélise d'une certaine manière, et puis essaye d'attirer, voilà, de créer des vocations, puisque c'est un peu ça dont il s'agit. Mais voilà, pour nous en Belgique, ça reste extrêmement difficile de trouver les compétences. Alors par contre, évidemment, au niveau de la mondialisation, ça a un avantage, puisque on va trouver des ressources sur de l'Unreal Marketplace. C'est quelqu'un qui a pu développer des blueprints ou faire quelque chose, un développement intéressant. Voilà. Et chose intéressante, c'est que ça a changé aussi ma mentalité. Exemple, bah oui, je suis un ancien, là j'ai 57 ans, j'ai toujours travaillé dans le domaine. Quand j'ai des jeunes gars qui me disent ah, on est en train de développer par exemple un kicker, vous savez, un football de table comme ça, virtuel pour un projet, et il dit bon, ben, après, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur le marketplace, ou est-ce est-ce que tu es d'accord que ce qu'on vient de créer, qu'on le mette à disposition de la communauté? Et ça, je trouve que c'est franchement un grand pas. Et je trouve que cette vision-là, qui n'a jamais été la nôtre quand on a
ça. Je pense que le signal est un peu instable. On vous a encore un peu perdu, là, Thibaut Barras, dans les C'est dernières dommage, il secondes, disait des belles malheureusement. choses, Thibaut. Voilà. OK. Pardon? On vous a perdu pour quelques instants, mais c'est très beau ce que vous dites, donc on, on voulait bien comprendre le... Oui, voilà, on vous Oui. laisse terminer. Non, mais voilà, donc effectivement, il y a des difficultés et je trouve ça dommage, effectivement, que le monde politique ne comprenne pas. Je dis, mais demain, les moteurs, ils sont déjà, aujourd'hui, ils sont partout. Hein, quand on voit, et pas seulement dans notre domaine, dans l'entertainment, il y a sur l'architecture, j'ai participé à des build events d'Epic. Voilà, c'est extraordinaire que ce soit en médecine, en aviation, en automobile, en architecture, en visualisation, bien entendu. Alors, quand on voyait tout à l'heure les digital humans qu'on commence à voir, voilà, à un moment, il faut que les gens se rendent compte de ce qui est possible de faire. Et donc, voilà, mettons voilà, qu'on essaye de créer des... Et je trouve que les Unreal Academy sont un bon moyen d'avancer. Voilà. Et puis, je trouve que cette idée donc de partage, de communauté, de partager des choses qu'on développe, mettre à jour, enfin, voilà, gratuitement. Donc, ça m'est arrivé de développement, de les mettre à disposition parce que je trouve ça génial que d'autres côtés de la Terre puissent en profiter et tout. Donc, voilà, ça change vraiment. Moi, ça a bouleversé ma vie, hein, le fait de passer à Unreal, sans aucun doute. Donc, c'est vraiment un partage de connaissances et d'expériences qui est un peu peut-être la clé pour la suite des choses. David Morin, vous devez souvent entendre ce besoin criant de formation, de mise à niveau. Vous avez déjà plusieurs outils au point. Comment vous recevez ce genre de cri du cœur là, de Thibaut Barras? Spécifiquement, Thibaut, on peut... s'il y a une école, comme je pense que tu as mentionné, qui peut faire l'éducation de Unreal, on a des gens qui peuvent, si tu peux nous mettre en contact avec l'école locale, on va leur parler, puis on a des programmes pour les éducateurs, puis pour les écoles, qui sont, là aussi, il y a beaucoup de demandes, mais on fait tout ce qu'on peut pour amener des curriculums dans les écoles professionnelles qui font déjà ça, là, avec tous les autres logiciels du temps des effets visuels, puis d'ajouter Unreal, de développer un curriculum pour enseigner à ceux qui veulent apprendre. Puis on va au-delà de nos propres programmes puis de nos propres choses online pour vraiment aider les écoles puis faire du partenariat là aussi avec les écoles. C'est le temps. Comme disait Jim Cameron, je l'ai entendu dire ça à quelqu'un qui se plaignait qu'il y avait trop de travail. Et il disait à cette personne, oui, ben, tu as fait la danse de la pluie pendant 10 ans, ben là, il pleut. Alors, faut s'occuper de la pluie, puis il faut faire ce qu'il faut faire. Puis, alors, dans le fond, tout ça, c'est très bon. C'est un peu frustrant quand on veut accéder, on veut apprendre, puis on ne sait pas où regarder. On comprend tout à fait ça. Puis particulièrement chez les jeunes gens qui arrivent dans le domaine, qui ne sont pas des anciens comme nous, et puis qui veulent comprendre. Puis c'est un bon temps pour les gens qui arrivent dans le domaine d'apprendre ces outils-là. Puis la demande est grande, on n'a pas besoin de le dire encore une fois. Et puis, cette demande-là, ben, l'adoption va dépendre de la façon dont on fait face à la demande. Et puis ça, ben, c'est les gens qui vont nous aider, qui vont arriver avec leur talent. On a besoin des artistes, on a besoin des gens qui savent faire les choses de la façon traditionnelle.
puis dans le fond, c'est la partie la plus difficile, l'art, comment apprendre à être un production designer ou un cinématographe. Et puis, c'est vraiment le cœur de la chose. D'apprendre Unreal, comparativement, c'est beaucoup plus compact, surtout quand on donne des interfaces là, qui sont... Quand on accroche Unreal à la caméra, donc ça devient facile pour le cinématographe d'utiliser Unreal. Donc, on veut continuer à faire ça. Puis aussi, apprendre comment utiliser le moteur. Oui, donc On la fait tout ce forte qu'on peut. demande reste un très beau problème à gérer, mais un beau problème tout de même. Là, je vois le temps qui file, puis je voudrais juste rappeler à ceux qui nous écoutent qu'ils vont pouvoir poser des questions aux 3 panélistes dans quelques minutes. Donc, vous pouvez commencer déjà à cogiter sur la question et peut-être l'écrire dans la section clavardage. On va y venir donc dans quelques minutes, dès qu'on aura un peu s'être fait une tête autour de cette question-là. Parce qu'on parle donc de très forte croissance, de très forte demande. Et donc, j'ai envie peut-être pour les dernières minutes qui nous restent ensemble, qu'on se tourne un peu vers l'avenir. Comment est-ce que vous entrevoyez la suite des choses? On a parlé de toutes sortes de choses, de diversification des clientèles, d'une nouvelle demande qui est née avec les contraintes que l'on connaît, mais qui va perdurer par la suite. On imagine bien, vous l'avez évoqué, Thibaut Barras, qu'il y aura une forme peut-être hybride de retour à une certaine normale. Donc, je me demande, chacun d'entre vous, comment vous entrevoyez la suite des choses. Paul Hurtaud, peut-être, pour commencer. Je vais remettre le son. Nous autres, étant la partie technique, c'est sûr qu'on est les derniers à intervenir parce qu'on se trouve être comme tout le temps dans le tournage traditionnel. Là, nous autres, on est les studios, on forme les équipements. Ce qu'on voit, c'est de plus en plus, les volume rooms vont prendre de l'ampleur. On va apprendre à travailler avec des nouveaux outils. On va apprendre à travailler, on va mieux maîtriser le système Unreal. Il va y avoir un genre de communauté probablement, puis de partage ce qui existe déjà là, sur les différentes plateformes, là, sur les différents backgrounds, parce qu'on sait très bien qu'on peut prendre un background, le changer un peu, puis refaire d'autres choses, puis le réutiliser. Moi, j'entrevois, oui, un avenir prospère là-dedans. Il va falloir que les créateurs apprennent à travailler avec. Là. Puis nous autres, on est chanceux à Montréal, hein, parce qu'évidemment, on a la chance d'avoir beaucoup de présence dans ce domaine-là. C'est à nous autres, les studios, d'être capables de répondre à la demande. Je pense que c'est plus là la question, là, parce que la demande va venir à nos propres clients. Déjà, nous autres, on voit que nos clients, probablement, commencent à s'en servir, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention portée vers ça. Il y a beaucoup de projets qui sont sur la table, qu'on regarde, qu'on analyse. Pour l'instant, on va mélanger les deux, le traditionnel avec ça. Mais effectivement, je vois un bel avenir à tout ça. Donc, un mélange des deux. Mais c'est plus une question qu'il faudrait poser aux créateurs. Tu sais. Nous autres, on est juste là on va être là, ça va nous faire vraiment plaisir à répondre à tout ça, à répondre à la demande. Oui, mais justement, encore faut-il pouvoir le faire parce qu'elle est très, très forte, cette demande, et elle arrive un peu tout d'un coup. Donc, ça vous concerne aussi, là, toute cette phase d'hypercroissance dans laquelle on se trouve. Oui, mais moi, je vous dirais, là, oui, il y a beaucoup de demandes, mais c'est encore un petit peu au niveau de l'état. C'est encore, quand on parle du volume room, c'est encore un petit peu au niveau de, disons, si on mettait un pourcentage là, de tournage traditionnel versus ça, là, le pourcentage ne serait pas fort. Je ne veux pas qu'on se raconte d'histoire. L'avenir va faire en sorte que oui, ça va être de plus en plus fort. Mais de là à faire une production, pour l'instant, c'est des inserts dans des grosses productions qui peuvent se le permettre. Mais oui, pour répondre à votre question, oui, il y a beaucoup de demandes, oui, il y a beaucoup d'intérêt. Thibaut Barras, de votre côté, comment vous entrevoyez l'avenir? Est-ce que vous réfléchissez à des formules hybrides pour la suite des choses? Comment vous entrevoyez la suite? Alors, au niveau effectivement du marché, vous savez, les choses sont assez
cyclique, hein. Je vois par exemple pour le moment en Belgique en télévision, et puis on a la chance d'avoir deux cultures, hein, une culture plutôt le nord du pays flamand et le sud du pays plutôt francophone. Les sensibilités sont différentes. Et donc pour le moment, je sens de nouveau de la part des télévisions un retour en extérieur. Donc les gens veulent quitter les studios et retourner des lieux qu'ils veulent s'approprier, ce genre de choses-là. Donc, à la fois, on va perdre un peu de marché sur le studio, mais je pense qu'on va en gagner sur l'extérieur. Donc, avec beaucoup de réalité augmentée, d'extensions virtuelles, que ce soit dans le sport, les concerts, les événements, on peut maintenant, technologiquement, le festival Tomorrowland a montré aussi la voie l'été passé, puisqu'ils ont réussi à réunir des spectateurs du monde entier au sein du monde d'ailleurs. Je pense que voilà, notre marché va croître pour ces catégories-là, va probablement décroître. Donc, en termes de croissance, de résultats, etc., je ne suis pas certain. Je pense que les deux vont un peu s'équilibrer. Par contre, dans le domaine du sport, bon, il faut quand même bien dire, dans le domaine du sport, généralement, c'est un domaine dans lequel on va retrouver des moyens, surtout si on parle de publicité virtuelle. Et là, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, nous ne sommes plus un centre de coût pour le client, mais nous devenons une potentielle source de revenus. Et là, ça change évidemment énormément la donne. Et donc là, je sens une grande croissance de ce côté-là. Ça, c'est évident. Donc voilà, et après, le reste, bah, ça va être un petit peu comme on l'a toujours fait, quoi, en essayant de convaincre les gens de nous faire confiance pour l'aspect créatif et novateur de l'utilisation des technologies. Par rapport à l'autre question qui disait, voilà, comment est-ce qu'on aborde cette croissance? Alors, c'est très compliqué. Vu évidemment les ressources, évidemment, n'étant pas infinies de notre côté. Donc, je suis obligé, parfois, j'ai un comité de sélection de projets chez Dreamwall. Et puis, de temps en temps, nous sommes obligés de dire à certains clients, bah, désolé, quoi. Donc, voilà, on a des clients qui sont très demandeurs de plein de choses très nouvelles, d'autres moins, et certaines sont évidemment très grandes en ressources, d'autres moins. Et c'est à nous, c'est ce qui est difficile pour le moment, c'est de trouver l'équilibre entre à la fois des projets qui, financièrement, sur lesquels on sait qu'on va faire un résultat. On nous demande quand même de réaliser des résultats, hein. Donc, d'abord, voilà, mon conseil d'administration s'amuse beaucoup de tout ce que nous faisons. Mais bon, il demande quand même à un moment que les résultats soient quand même là au rendez-vous. Et donc, c'est un difficile équilibre à trouver entre parfois projets qui passionnent tout le monde, mais pour lesquels les clients n'ont pas beaucoup de budget. Et après, parfois, ben, des clients, on va dire des projets qui ne sont plus très novateurs peut-être pour nous, mais qui vont être plus intéressants financièrement. Et donc, il faut trouver comme ça ce délicat équilibre. Voilà, et donc on a un petit comité, on se réunit, on dit, ah ben oui, tiens, ça c'est novateur. Et puis je garde toujours une petite réserve pour faire de la recherche, du développement. Et voilà, le fait de se trouver ici comme ça pour faire de la réalité augmentée dans un match de football, c'est venu il y a 1 an et demi. Je revenais d'Inde, de chez nos clients Star TV. Et eux fourmillent toujours d'idées et me disent, Thibaut, you have to do so and you have to try to do augmented reality in a stadium and so for cricket, yeah, it should be great. Et je reviens de là. 15 jours après, on testait les choses et puis après, la pandémie arrivait et
Et ce test qu'on a réalisé nous a servi de tremplin parce que, en disant, ah oui, oui, donc techniquement, on peut déjà faire ça, on peut déjà faire ça. Et donc là, moi, je prévois quand même une belle croissance. Et je compte aussi beaucoup, je n'en ai peut-être pas encore entendu beaucoup parler aujourd'hui, mais sur les développements en intelligence artificielle, qui, dans beaucoup de cas, vont probablement nous aider à réaliser des choses qui n'auraient pas été possibles jusqu'à présent. En tout cas, Merci beaucoup. Excuse-moi Thibault, merci beaucoup. J'apprécie énormément et je sais que c'est un peu impoli. On veut quand même essayer de respecter. On a quand même nos ateliers par la suite. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Un petit résumé, Catherine, si tu veux nous donner un petit final statement, closing arguments, et comme ça on peut passer. J'apprécie énormément tout mon temps. C'est très intéressant. Évidemment, on essaie de respecter un peu notre horaire. Oui, ben merci beaucoup, en tout cas, à tous nos panélistes d'avoir été aussi généreux dans vos réponses. Je pense que c'est un moment extrêmement bouillonnant pour la production virtuelle. On est dans cette expérimentation de part et d'autre. Chacun essaie de trouver un peu son équilibre là-dedans. Et j'aurais bien aimé entendre David Morin sur la suite pour Unreal Engine. Justement, il a évoqué à la fin de sa présentation là, certaines des prochaines itérations qui seraient bientôt lancées. J'aurais eu envie de lui demander ce qu'elles allaient pouvoir permettre, mais donc ce sera pour une autre fois. On va faire Unreal Engine 5. Pardon? On va faire Unreal Engine 5. C'est ça notre plan pour le futur. J'aurais bien aimé avoir des détails là-dessus, cela dit. Le temps nous manque un petit peu, mais merci beaucoup. On va suivre en tout cas, bien évidemment, tous ces développements parce que c'est quelque chose d'excessivement important pour le secteur audiovisuel. Et on apprécie toujours autant de voir des secteurs qui se parlaient peut-être moins dans le passé, comme les jeux vidéo et les tournages, se tendre la main pour aller de l'avant ensemble. Alors, c'est toujours de très bon augure, surtout quand ce sont des industries aussi fortes qu'elles le sont au Canada. Donc, merci à vous trois de vous être prêtés. Merci Catherine. Et juste rapidement aussi, encore une fois, on sait qu'il y a juste quelques questions. Donc, si on peut poser des questions, j'apprécie le temps des panélistes. Évidemment, il y a quelques questions. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Si on peut juste essayer de garder ça des réponses assez rapides, assez courtes, ça serait bien apprécié. Merci. Parfait. Donc, Frédéric, tu veux que je prenne en charge les questions qu'on voit dans le clavardage? S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Parfait. J'ai une d'Alexandre. Quel rôle devraient jouer les bailleurs de fonds publics et gouvernements pour permettre à Montréal de devenir et rester leader dans l'utilisation des technologies de production virtuelle et autres déclinaisons bâties sur Unreal Engine? Je pense que c'est quelque chose qui avait été évoqué par vous également tout à l'heure, David Morin. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait se prononcer. Ben, nous autres, c'est les clients, c'est nos clients qui sont à la source. Là. Fait que, mais moi, j'aimerais préciser que ce qu'on a fait chez Grandy, parce que Grandy prend beaucoup de crédit là, présentement, mais c'est quand même, nous autres, on a créé un hub. On est allé chercher beaucoup de ressources. On est allé chercher les murs vidéo, c'était Trans-Québec. Ensuite, on a travaillé avec des compagnies comme Starno, on a travaillé des compagnies comme New Web, Float4. Donc, on essaie de créer un écosystème pour offrir ce que Montréal a de mieux. Donc, au point de vue de bailleur de fonds, ben c'est peut-être intéressant de voir que les fonds ne vont pas juste dans une entreprise. Ils sont comme distribués puis après regroupés dans la même entité. Merci. Comme c'est une question qui parle de Montréal, je ne sais pas si Thibault Barras voulait se prononcer là-dessus, mais je peux peut-être vous poser une autre question qu'on a reçue dans le clavardage. Pouvons-nous penser à une formule hybride abordable pour les congrès internationaux, Thibault Barras? Sans aucun doute, oui, oui. Sans aucun doute. On a d'ailleurs effectivement des associations de médecine, etc., qui nous questionnent à ces sujets, de pouvoir recréer, on va dire, une forme de pouvoir remettre les personnes ensemble alors qu'elles sont distantes. Oui, oui, sans aucun doute. Bien sûr, oui, on a beaucoup de questions, de demandes dans ce sens-là. Merci.
Une question pour David. Y a-t-il d'autres développements concernant la technologie DMX et Unreal? Est-ce que Moment Factory continue de développer en partenariat? Oui et oui. On continue d'aider Moment Factory qui utilise Unreal pour tous les beaux projets qu'ils font. Et puis, du côté de DMX, il y a des développements qui sont tout près de sortir dans la version 4.27.